Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Laetitia Blondel. Il y a 4 ans, j'ai décidé de mettre fin à 20 ans dans l'industrie, dans la maintenance industrielle plus précisément, pour me consacrer à la transition écologique. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les individus et les organisations à faire de leurs ambitions écologiques des actions concrètes, grâce à la sensibilisation, mais aussi par le biais de la mobilisation collective. Et j'aimerais peut-être un petit peu aussi identifier ce qui vous amène ici, peut-être si vous le souhaitez, juste de dire peut-être votre fonction, ou si c'est personnel, dire que c'est personnel, mais si c'est professionnel, de dire quelle est votre fonction dans l'entreprise. Comment dire moi, je suis formatrice et pour le coup, par exemple, dans le nouveau référentiel des formateurs pour adultes, c'est marqué qu'on doit sensibiliser justement sur l'écologie, qu'on doit en tenir compte dans ce qu'on prépare. Donc ça, c'est plutôt le côté professionnel. Et sur le côté personnel, j'avoue que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Très bien, merci. On va parler des deux facettes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a envie de partager, ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai été recrutée il y a 2 ans dans une structure dans laquelle j'ai été assez marquée par l'absence de conscience par rapport à l'écologie et en lien avec un certain gaspillage, je pense. Et du coup, j'ai assez vite fait part de mes inquiétudes et on m'a demandé de rédiger une charte éco-responsable à la direction des agents de cette structure, ce que j'ai fait. Et j'essaie de les engager avec moi et je me disais que votre conférence était arrivée à point nommé dans cette mission. Voilà. D'accord, très bien. Bon, si vous le souhaitez, on peut juste continuer avec un petit sondage déjà. Connaître un petit peu votre motivation à inviter justement l'écologie dans votre entreprise aujourd'hui. Si vous pouvez lever la main en votant de 1 à 5. C'est bien, presque 5 sur 5 partout. Bravo, mais alors face à cette motivation, parfois c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas toujours comment s'y prendre et puis on n'est pas non plus tout seul. Donc on rencontre des difficultés et ce que j'avais envie, c'était qu'on prenne un temps pour que vous me partagiez les freins que vous rencontrez aujourd'hui dans vos organisations qui vous empêchent de développer cette culture écologique. Peu de conscience écologique de personnes avec ces choix. Le temps, ils disent qu'ils n'ont jamais le temps. Le manque de temps. La conduite du changement d'habitude. Qui est difficile à mettre en place ou qui n'est pas faite. C'est ça? Alors, plus spécifique à la formation, c'est la difficulté entre ce qui serait bien écologiquement, c'est-à-dire zéro papier, et ce qui est préconisé dans les apprentissages. C'est-à-dire qu'on encre mieux quand on écrit, on encre mieux quand on travaille sur un papier, etc., etc. Donc moi, je suis vraiment tiraillée entre ce que les neurosciences nous disent sur l'apprentissage et ce qui serait meilleur pour la planète. Ok. Dans ce sens aussi, ce qui est vraiment les bons gestes, parce que d'un point de vue scientifique, cette fois, je suis pas sûre parce que moi j'ai essayé de convaincre mes collègues d'arrêter d'imprimer leurs mails, on est là chez moi, on me dit que non, il vaut mieux imprimer son mail que le lire à l'écran. Et moi je ne sais pas, j'ai pas d'argument imparable pour dire non, c'est pas vrai. Voilà. Oui. Les bons gestes, donc, et puis du coup avoir les arguments scientifiques du coup. Les mesures, les chiffres, oui. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Le niveau d'engagement entre les âges peut être différent. C'est un frein. Alors, entre les âges et les cultures. Gestion des priorités. J'entends donc que l'écologie n'est pas toujours une priorité. Oui et non. Puisqu'on est dans les freins. Ça dépend des stratégies d'entreprise.
Oui, essentiellement. Disons que le changement est toujours compliqué. oui, c'est... Et puis, un qu'on n'a pas dit, le coût que ça peut engager aussi. C'est bien l'idée qu'on se fait du coup, ça peut Tout à fait. Mhm. Ok. Mais il y a aussi des avantages. Et quels sont-ils, à votre avis, les avantages? Déjà préserver la planète, déjà. Oui, par pure conscience écologique. Développer la biodiversité, réduire la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Voilà, déjà. Donc, santé humaine, la santé humaine préservée aussi. Ouais. Là, on est sur vraiment une échelle globale. Mais pour l'entreprise, parce que finalement, par rapport à la gestion des priorités, ce qui va faire basculer, c'est que ça devienne important pour l'entreprise. Ça peut s'accompagner de l'économie, j'imagine, de couper certaines dépenses. Si on arrête de tout imprimer, on dépense moins de tonnerre, moins de papier. L'énergie, exactement. Si on arrête de mettre la clim à fond avec la fenêtre ouverte, Ok. les impacts des humains. Ok. un exemple très concret, c'était gagner d'efficacité. Par exemple, des personnes qui répondent à tous entre les mails. Et la planète, c'est Oui, le double effet qui se coule. Ok. On en a fait pas mal déjà. Donc, ouais, vous avez, je pense, presque tout dit. Le premier que j'avais identifié, c'est effectivement le côté marque entreprise qui va du coup permettre d'attirer des talents, les bons talents, on va dire, ceux qu'on a envie d'attirer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus justement de personnes qui portent intérêt à l'engagement environnemental des entreprises. Donc ça peut poser problème à d'autres, à celles qui ne le sont pas ou celles qui sont, on va dire, mal considérées dans ce domaine-là, pour attirer des jeunes talents qui sont de plus en plus engagés, qui sont de plus en plus inquiets parce que peut-être plus concernés que nous par ce qui va arriver. Et pour ça, j'avais un chiffre, je ne sais pas si vous allez me dire à peu près ce que vous en pensez. Le pourcentage de salariés qui préféraient offre égale rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins de 50%? Moins de 50. Le nombre de personnes qui, à offre égale, préféraient rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. Ça peut pas plus. Moi, je dirais que ça dépendra de l'âge. Les jeunes, c'est très important. Quelqu'un comme moi je suis engagé, mais quelqu'un qui est... À offre égale. Oui, mais justement, je pense que je disais l'âge. Genre, les jeunes regardent ça aussi. Quelqu'un qui a 50, 60 ans, je ne suis pas sûr que ça va être son premier. Ça peut être un des critères, mais ce ne sera peut-être pas le premier. Jeunes, en moyenne, donc je ne fais pas le distinguo des âges, mais c'est 78% quand même. Donc c'est quand même assez important. Et en plus, le sujet du recrutement, il va être de plus en plus important puisque dans les années à venir, selon le Bureau international du travail, il y aura 24 millions d'emplois supplémentaires qui seraient liés à la transition écologique qui seraient créés dans le monde d'ici 2030. Donc un gros travail pour les RH en recrutement. Donc si on est aidé par une marque employeur qui est positive, eh ben, c'est plutôt bien. On a parlé de la motivation des gens et du coup, à la fois, ça c'était pour représenter un petit peu le turnover, pour se dire que en fait, on aura moins de turnover parce qu'on aura aussi une fidélisation plus importante de nos salariés. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus engagés, parce qu'ils ont trouvé du sens, de la fierté dans leur entreprise.
ce qui va donc de fait améliorer la qualité de vie au travail et notamment répondre à un enjeu dont on parle de plus en plus aussi par rapport à l'écologie et l'anxiété que ça peut apporter au niveau des personnes. Donc on parle de plus en plus d'éco-anxiété. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de sortir chez Gérézo sur le sujet. Donc c'est vraiment un souci de plus en plus important que les RH vont aussi devoir prendre en compte, en tout cas que les entreprises devront prendre en compte sur comment je gère aussi cette éco-anxiété dans mon entreprise. Et c'est donc aussi l'occasion finalement, cette mutation des métiers, cette mutation des entreprises, de aussi faire évoluer des gens en interne pour valoriser leurs compétences et puis et transformer ensemble l'entreprise. Le dernier petit point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais je pense qu'il est quand même important parce que dans les structures, en tout cas pour les plus grosses entreprises, en fait, ce qui est représenté ici, c'est le dialogue avec les instances représentatives. Pourquoi je l'ai précisé? Parce qu'aujourd'hui, depuis la loi résilience du 22 août 2021, les CSE ont la possibilité d'ajouter à leur mandat une dimension écologique. Et donc de pouvoir développer cette culture écologique en entreprise, c'est aussi un moyen de répondre à ces enjeux et d'avoir des réponses à leurs questions et de pouvoir aussi travailler tous ensemble sur ces sujets. Alors, par rapport à ça, on se dit, maintenant, comment on fait? Comment on fait? Pour moi, il y a 3 grands leviers d'action qui sont importants pour développer cette culture écologique. Je fais souvent le parallèle avec la sécurité, parce que aujourd'hui, dans les entreprises, ça paraît évident d'avoir des politiques sécurité, de prendre en compte la sécurité, de faire attention à tout ça. On a commencé il y a plusieurs dizaines d'années maintenant à développer cette culture sécurité dans les entreprises. On a commencé par quoi? On a commencé par mettre en place des procédures et des organisations. Et puis on a sensibilisé et formé, et ensuite on a essayé d'impliquer les gens autour de ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que je parle de ces 3 grands leviers d'action qui sont d'abord d'intégrer l'écologie dans le processus métier. Alors quand on est une entreprise, ça peut être effectivement dans les fiches de mission, les fiches de poste, ça peut être dans le fait de pondérer les primes, on va dire, sur des résultats en matière d'action autour de l'écologie, de valoriser les actions autour de l'écologie. Ça peut être aussi de mettre en place des chartes, mais après c'est tout le travail effectivement de la RSE, de travail avec les partenaires, etc. pour définir quand est-ce qu'on achète tel produit ou pas, sur quels critères, etc. C'est un petit peu la question de quels sont les bons gestes et comment ils rentrent en cohérence par rapport à une analyse globale, parce que des fois, effectivement, ce qui se passe, c'est que on pense à court terme, on pense à la solution directe, mais on ne pense pas à toutes les conséquences qu'il y a derrière, comme l'exemple qui a été proposé tout à l'heure sur l'impression, qui va nécessiter après de faire des déplacements, et qu'au final, si on avait pris une analyse globale du problème, eh bien, on aurait peut-être évité de prendre cette décision. Ou pas, j'en sais rien. Ce qui est donc important ensuite, c'est de sensibiliser et former, parce que, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une problématique de prise de conscience. Et pour avoir cette prise de conscience et ce niveau d'information qui va aussi nous guider sur les bons gestes, eh bien, il faut qu'on sache pourquoi, comment. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de la fresque du climat. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est la fresque du climat. Oui? Personne qui a besoin d'explication. Donc, il y a plein de fresques maintenant sur plein de thématiques qui existent et qui permettent d'avoir un bon niveau de connaissance sur les différentes thématiques. Ça peut être des formations, tout simplement aussi. Ça peut être des conférences, des webinaires. Il y en a pas mal. Donc, il y a plein de manières de sensibiliser et former le personnel à différents niveaux dans l'entreprise. Et puis, ce qui va être assez puissant, finalement, ça va être de mobiliser le collectif. Alors, on va voir comment. Alors, je me rends compte que j'aurais dû passer quelques slides avant de vous présenter tout ça. Comment intégrer l'écologie dans le processus métier? Comment vous faites-vous? Est-ce que vous avez des exemples? J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. En voyant les tâches, quelles sont les tâches qui peuvent être en rapport avec des gestes plus responsables? Ok, déjà de faire cette analyse-là, voilà. Alors pour les déplacements, pour les déplacements plutôt courts, privilégier le train à l'avion, pour notamment des déplacements en France, plus court, je dirais 400, 500 km, peut-être, plus train que l'avion.
Ok, donc vraiment là, vous parlez d'actions ciblées, mais pas vraiment dans l'intégrer dans le processus interne de l'entreprise pour... Ça peut faire partie oui, de charte. voilà, c'est ça. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Procédure, D'engagement et voilà, c'est ça. Ok. dans ce cadre-là. Oui, d'accord. C'est souvent les ressources humaines qui sont à l'origine de ces propositions. Tout à fait. Souvent, hein, pas toujours. C'est ça, c'est ça. Qui ont parfois d'ailleurs la double casquette RH-RSE, ça peut arriver aussi. Pour la partie sensibiliser et former, j'ai beaucoup parlé de la prise de conscience. J'aime bien aussi de passer la connaissance aussi par le savoir-faire et par le biais, par exemple, d'ateliers pratiques. Ça peut être autour des produits ménagers, tout simplement, ou des cosmétiques qui sont représentés ici. Mais rien que le fait de prendre conscience qu'on peut faire des choses par soi-même, qu'on peut, par la connaissance des produits, des choses comme ça, de retrouver en fait ce pouvoir-là, c'est aussi un moyen de sensibiliser. On peut faire aussi des ateliers autour de l'alimentation, qui a aussi beaucoup d'impact. Donc c'est aussi un moyen de reprendre le pouvoir sur soi et sur ses impacts écologiques. Et puis ce qui est très fort aussi, c'est de pouvoir agir en groupe. Donc contrairement à la fresque du climat, où là, bon, c'est une action en groupe, mais c'est plutôt une information, il y a des modèles d'animation qui sont plus collectives. Je pense notamment à des choses que j'anime, notamment il y a l'atelier d'automne que vous avez fait, mais il y a aussi l'Eco-Challenge. Il y a bien sûr plein d'organisations qui proposent des actions, soit comme des défis autour du zéro déchet ou des collectes tout simplement, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses autour desquelles on peut mobiliser les équipes. Et puis, le dernier point que j'ai évoqué, c'est la mobilisation du collectif. Pourquoi ? Parce que finalement, qui mieux que ceux qui vont mettre en place les actions peuvent justement décider de ces actions. Ça permet non seulement de partager les idées de chacun, de valoriser aussi les idées de chacun. Il y a une grande force dans le pouvoir du collectif justement à faire partager tout le monde autour d'une problématique d'entreprise. On l'a vu, c'est important pour les gens, l'écologie. C'est important pour vous aujourd'hui, mais c'est valable finalement pour plein de monde. Il y a juste des gens parfois qui savent pas forcément, et d'où l'intérêt encore une fois de la sensibilisation. Mais voilà, partager des idées, ça va faciliter le changement. On disait tout à l'heure dans la conduite de changement, en impliquant les gens dans la co-construction d'un plan d'action, tout simplement, et bien, ça va permettre finalement déjà de les engager, mais aussi de rendre ces actions plus pertinentes et plus engageantes pour tous. Et ça se fait finalement, cette réflexion, cette mobilisation du collectif, elle se fait pour moi autour de 3 étapes. La première, c'est d'abord de se rencontrer autour d'une vision commune. En général, ça c'est un petit peu finalement la stratégie d'entreprise, c'est la charte écologique, c'est la feuille de route de la transition, peu importe le nom que ça porte, mais c'est de finalement fédérer autour de cette vision de l'entreprise pour l'écologie, pour ensuite la déployer autour d'ateliers d'intelligence collective. Il y a pour ça plein d'outils différents qui sont super à déployer en groupe pour favoriser l'émulation d'idées et surtout la convergence vers la co-construction d'un plan d'action qui soit pertinent. Ça permet aussi finalement de découvrir aussi certains talents cachés. Il y a des gens qui sont en entreprise pour faire de la compta et on ne pourrait pas croire, par exemple, qu'ils sont hyper doués ou qu'ils ont une super connaissance dans la mobilité ou l'alimentation durable, par exemple. Et de pouvoir partager ainsi d'autres compétences avec ses collègues, c'est aussi très valorisant pour tous et ça permet vraiment de s'engager. On estime que finalement, dans une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de gens qui sont à fond dans le sujet. Il suffit de trouver à peu près 10% de personnes qui vont se mobiliser autour de la question pour faire changer le fonctionnement. C'est valable aussi à plus grande échelle. C'est ce qu'on appelle le point de bascule. Et c'est un pourcentage de gens à partir duquel la transformation de la société est possible. Donc c'est, je trouve, assez positif parce que ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir forcément l'adhésion de tous, mais que finalement, du fait
de quelques personnes engagées, on va pouvoir amener le changement et avec enthousiasme mener ce changement-là. Mais en parlant, oui, de cette intelligence collective et de l'implication des gens, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que l'humain, finalement, il est au cœur de ce changement. C'est pas parce que un chef d'entreprise, le plus engagé qu'il soit, dit bah, aujourd'hui on va faire de l'écologie et notre entreprise demain elle va être zéro carbone. C'est pas pour ça que ça va marcher. S'il n'a pas les salariés, les équipes, les managers qui sont eux aussi dans le même bateau et prêts à avancer dans la même direction, ça ne va pas marcher. Donc il faut à la fois bien sûr un engagement au moins partiel de la direction qui va au moins laisser la liberté, on va dire, de faire des actions, voire justement un engagement très, très important. Mais il faut surtout en fait la mobilisation des gens. Et cette mobilisation des gens, elle est au cœur de la transition personnelle, pour le coup, cette fois-ci, parce que forcément, ce qu'on fait chez soi, on a envie de le faire aussi en entreprise, c'est là qu'on va trouver du sens. Mais aussi, ce qu'on va trouver en entreprise peut nous donner aussi envie de changer des choses chez soi. Donc tout ça, c'est finalement une vision un peu globale de l'écologie. Et c'est ce que, entre autres, j'ai appelé l'écologaille. Et c'est l'objet du livre que je vous présente ce soir. L'écologaille, c'est quoi? Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai. Oui, certains. Donc l'ikigai, c'est un outil, on pourrait dire, qui permet de trouver sa mission de vie. C'est un outil que j'ai utilisé moi-même justement au moment de ma transition professionnelle, et je pourrais dire aussi personnelle. Et qui justement est constitué de 4 bulles qui se chevauchent comme celle que j'ai dessinée ici. C'est pour ça que je dis que c'est inspiré du sujet. Et parce que pour moi, l'écologie, ça ne se limite pas simplement aux éco-gestes finalement. Et c'est quand elle est considérée comme ça que l'écologie, elle devient difficile, qu'elle est vécue comme une contrainte parce que oui, moi j'aimerais bien être écolo, mais bon, faire ma lessive tous les jours, franchement, j'ai pas le temps, ou je ne sais pas comment faire mon dentifrice, je vais dire des bêtises, ou voilà, le magasin de vrac il est trop loin, donc du coup c'est trop compliqué. En fait, il ne s'agit pas que de ça. L'écologie, c'est avant tout vraiment une prise de conscience qui, pour moi, tourne autour de 2 grandes valeurs qui sont respecter et prendre soin. Et à partir du moment où on prend ces 2 grandes valeurs en compte dans notre quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel, finalement, on ne peut que prendre des décisions écologiques. Après, l'écolo parfait n'existe pas, surtout dans notre monde. Donc, on fait aussi ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'au milieu, il y a la roue de l'amélioration continue, que j'ai symbolisée comme ça, parce que forcément, on a toujours moyen de s'améliorer. Alors, j'ai voulu symboliser 4 grands domaines pour essayer de formaliser les choses dans cette écologaille. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que gai en japonais, ça veut dire résultat de. Et donc, pour moi, écologaille, c'est le résultat d'un mode de vie écologique. Et donc, qui mène aussi à un certain alignement, à un certain sens, à une certaine fierté aussi au quotidien sur l'engagement qu'on peut porter pour le bien de chacun et de tous, et à commencer par soi-même, puisque il n'y a pas de changement global si on ne se change pas soi d'abord, et pour pouvoir se changer soi-même, il faut aussi prendre soin de soi. Donc, se respecter, se prendre soin, il se conjugue vraiment à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi d'abord. Dans la bulle du moi, j'intègre effectivement cette connaissance de soi, cette relation à soi qu'on a, et elle est forcément connectée avec les autres. Dans ma relation aux autres, la manière dont je communique avec les autres, dans la manière dont je me sens avec les autres, mais aussi finalement l'impact que j'ai pour les autres. Les autres, c'est la société, c'est mon voisin, c'est l'environnement, etc. Donc c'est avoir cette conscience-là aussi. Mais ça se joue aussi dans mon logement parce que
j'ai aussi besoin d'être bien dans mon logement pour me ressourcer, pour vivre bien. Voilà, si j'essaye de prendre soin et de respecter mon logement et ses impacts sur l'environnement, je vais essayer aussi de limiter ma consommation en eau, en électricité. Je vais essayer aussi de l'équiper de la manière la plus sobre possible, ou en tout cas en respectant certaines valeurs, et puis en ayant cette conscience peut-être de durabilité de ce que j'achète, ou de seconde main, etc. Donc il y a tout un questionnement autour aussi de l'équipement et de l'aménagement de son logement. Et puis il y a la dernière bulle sur la planète, là, qui veut dire vraiment cet impact qu'on a sur l'environnement, notre empreinte écologique, qui est à la fois une empreinte carbone, mais aussi une empreinte eau. Enfin, voilà, il y a plein d'empreintes sur l'impact qu'on peut avoir, les pollutions qu'on génère. Mais c'est aussi notre relation à la nature, et c'est en ça qu'elle rejoint aussi la bulle du mois, parce que ce que je pense sincèrement, c'est qu'on c'est un petit peu trop éloigné de la nature aujourd'hui. Et il y a une citation de Jean-Yves Cousteau, dont je ne me souviens pas exactement, mais en gros qui dit qu'on prend soin des choses, en fait, qu'il faut s'émerveiller et aimer les choses pour pouvoir les protéger. Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, il faut s'émerveiller de la nature pour se reconnecter à elle et prendre conscience de tous les désastres qu'on lui cause pour pouvoir effectivement changer notre façon de vivre. Donc ça, c'est la philosophie. C'est né de mon propre constat et de mon propre cheminement en matière de transition écologique. Et donc, c'est ce que j'ai développé à travers de ce livre, qui sont en fait en réalité 50 exercices sur les 4 grandes bulles de l'écologuide, qui sont subdivisées en exercices en fait. Dans lesquels vous retrouvez aussi des astuces, des conseils et bien sûr des ressources, des références pour aller plus loin et approfondir le sujet.